Bon. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la bibliothèque Gulbenkian. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi l'artiste plasticienne Aline Castro et l'écrivaine brésilienne Mazeto Couchoutir qui viennent nous parler sur les stampes et le livre et les liens historiques entre ces deux éléments. Voilà, merci. Merci, Présidente. Merci. Voilà, donc c'est une Aline Castro, on va parler de stamp, donc gravure et impression d'art avec le livre. C'était cette journée, de la journée de la lusophonie, on peut dire, avec les deuxièmes salons. Donc c'est dans le cadre de ces rencontres de la bibliothèque Gulbenkian. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir Aline Castro, artiste plasticienne, spécialisée dans les stamps et l'impression d'art, et moi-même, comme a dit Christine, journaliste et écrivaine. Donc la conférence abordera une brève histoire de l'estampe, forme d'art imprimée avec la description de techniques, impression et production, ainsi que la présentation des œuvres des artistes dans le domaine de l'édition. Donc on va faire, Aline elle va nous parler de cela, après on va avoir un temps pour les questions, et ensuite on fera un tour touristique au bord des estampes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'Aline Castro, artiste plasticienne, créatrice donc des estampes et de l'impression d'art. Vous avez compris, elle est brésilienne. Elle a un travail très intéressant. Donc son thème, elle parle de l'Amazonie où elle a vécu pas mal de temps. C'est au départ une chercheuse, une biologiste. Et voilà, donc du coup, elle est venue, elle s'est recyclée, si on peut dire, mais c'est une continuité, donc elle nous donne maintenant de l'art. Et voilà, vous allez tout comprendre. Et le travail qu'elle fait, vous allez pouvoir aussi, après tout ça, discuter, poser des questions. Et voilà, et après, on va indiquer aussi son site. Elle a une page sur Internet, alinecastro.com. Voilà. Merci Aline. Merci. Oui. Je vais vous faire une présentation, parce que le temps est bon. Bon, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette conférence exposition. Bon, je vais vous parler de la gravure de l'impression d'art, la création des stampes originales, par le biais de quelques diapos. La gravure et l'estampe imprimée ont une histoire qui vient de loin. La gravure d'art qui permet une édition de multiples par impression manuelle d'une matrice gravée par l'artiste est étroitement liée à l'histoire du papier, de l'écriture et du livre. C'est pour ça que je vais parler. Donc voilà, donc je vais faire un bref aperçu. L'histoire que je vous présente commence par le papier dans l'Antiquité égyptienne. L'invention du papyrus date de 5000 ans en Égypte. Ce support d'écriture permettait de copier un grand nombre de textes et par conséquent de diffuser largement les connaissances. La bibliothèque d'Alexandrie en contenait des centaines de milliers de rouleaux accessibles à une population de lettrés. L'extension de l'Empire romain, ensuite au 1er siècle, et surtout avant Jésus-Christ, a étendu l'utilisation du papyrus égyptien à Rome et aux autres grandes villes antiques. Les volumes, qui étaient des livres en rouleau, diffusaient la culture et étaient un signe de prestige dans la société romaine. Et c'est vrai qu'il existait beaucoup des shops, des magasins, même on peut en avoir encore quelques-uns à Rome, dans la partie antique, qui vendaient des rouleaux, des livres donc, et beaucoup de lettrés et des gens, disons, d'une classe aisée, bien sûr, qui pouvaient se payer des livres, mais c'était largement diffusé. Et l'utilisation
du papyrus était très répandue jusqu'à la propagation du christianisme. Et là, avec le déclin de l'Empire romain, à partir du IIIe siècle, ça vient complètement modifier ce scénario. Le parchemin, inventé à Pergame, en Asie mineure, fut largement adopté en Europe médiévale pour la production de manuscrits religieux et juridiques. Obtenu laborieusement à partir de peau d'agneau, le parchemin permet l'écriture du texte sur les deux faces et son organisation en feuillet assemblé en cahier. Bon, c'est vrai, on peut écrire des deux côtés et la peau d'agneau, elle pouvait être pliée en quatre. Ce qui fait que donc ça formait comme un livret, enfin un cahier, et ils pouvaient être reliés entre eux par couture, quoi. Et donc c'était ça la naissance du codex. Et ce fait-là organise le texte d'une façon différente, beaucoup plus aisée pour la lecture. Et c'est bien le livre tel que nous le connaissons aujourd'hui, parce qu'on n'a pas dévié beaucoup de cette organisation-là du texte, n'est-ce pas? La copie des textes agrémentés de magnifiques enluminures et ornements rendait la production des livres très coûteuse et restreignait l'accès à la culture aux classes aisées. C'était les moines copistes dans les monastères qui copiaient et ornaient des textes. Et c'était un travail très long, pouvant prendre parfois un an, voire plus. Bon, ailleurs, en Extrême-Orient, le papier fabriqué avec des fibres végétales fut inventé au IIe siècle et sa production a été gardée fièrement comme un secret d'État pendant 6 siècles. C'est différent. Enfin, en Europe, c'était le parchemin, c'est une peau. Il faut travailler cette peau. Il faut pour qu'elle puisse ensuite être utilisée comme surface d'écriture. À l'Extrême-Orient, c'est différent. Ces deux photos permettent d'apercevoir comment c'est fabriqué le papier. Donc, des écorces d'arbres qui sont broyées, donc ça devient un peu comme une pâte, et dans l'eau, elle peut être ramassée avec un tamis, comme là, et puis ça forme une feuille de papier qui est séchée, pressée, séchée, elle va donner des feuilles de papier. Et donc on pouvait produire beaucoup plus de papier, et donc ça c'était utilisé pour la diffusion des textes. Parce qu'avec le papier, une autre invention était essentielle à l'expansion de la culture littéraire en Chine. C'est l'impression du texte gravé sur un bloc de bois. On peut apercevoir ici comment c'était fait, ça veut dire que pour graver les idéogrammes, on évide la matière autour du caractère idéogramme. Donc, ça reste en surface. Ensuite, avec un rouleau ou avec un tampon, on va ancrer, on pose la feuille de papier, on frotte par-dessus, ou alors on presse, et puis c'est imprimé. Et comme ça, on pouvait imprimer plus facilement et plus rapidement beaucoup plus de textes. Ce secret-là a été longtemps gardé, jalousement. La gravure de la matrice était laborieuse, mais une fois achevée, elle permettait la reproduction du texte sur le papier, à bas coût et en des très nombreux exemplaires. Pourtant, quelque chose va changer. Le secret va être dévoilé. Or, on peut penser, le moyen de l'Asie centrale, c'était des routes commerciales où il y avait des échanges aussi culturels. Et c'est là qu'arrivaient de l'extrême est les Chinois, bien sûr que les Asiatiques, et puis de l'autre côté, il y avait d'autres peuples, donc les musulmans. Or, une bataille a eu lieu au 7e siècle et les Chinois ont été vaincus par les Arabes. Donc, la défaite des Chinois face aux Arabes à la bataille de Talas marque l'expansion de l'islam dans l'Asie centrale et dévoile le secret de la fabrication du papier à partir de l'écorce du mûrier. Il faut rappeler donc que cette région de l'Asie centrale était déjà le carrefour des nombreux échanges
Mais ce n'est qu'après cette bataille historique que le papetier chinois qui a été capturé par les islamiques, ils ont échangé leur savoir contre leur liberté. Et donc, voilà, le secret dévoilé. Eh bien, Samarcande, en Ouzbékistan actuellement, devint ainsi le centre de production d'un papier d'une douceur exceptionnelle et d'une grande durabilité, de sorte qu'on peut voir encore dans des collections, dans pas mal de musées, de textes islamiques qui ont été donc manuscrits sur ce papier et ils existent jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une très grande durabilité. L'industrie du papier a pris alors une ampleur surprenante. À l'âge d'or de l'islam, du 8e au 13e siècle, la diffusion des textes calligraphiés et illustrés sur cette nouvelle surface permettra de communiquer les découvertes en médecine, astronomie, mathématiques, ainsi que l'essor de l'économie, du droit, de la littérature et de la philosophie. Mais à partir du XIIIe siècle, la fabrication du papier et la reproduction d'images par la gravure sur bois atteignent l'Occident, aussi bien par les conquêtes arabes, il faut penser de toute la conquête de la péninsule ibérique, et même en France jusqu'à Poitiers et dans le sud de la France, et aussi par des échanges venant depuis l'Orient. Et cette connaissance donc, de la gravure sur bois, elle atteint aussi surtout le nord de l'Europe, des Pays-Bas jusqu'à la Bohème. Et la gravure sur bois ne prendra d'importance qu'à partir de la prolifération de moulins à papier en Europe et surtout en Allemagne au XIVe siècle. Le papier, alors, il va supplanter le papyrus, qui existait encore, et le parchemin surtout, sur les marchés européens à la fin du Moyen-Âge. C'est vrai que c'était beaucoup plus cher de produire des livres sur les parchemins. Ils étaient manuscrits à la main, le travail durait très longtemps. Donc là, c'est le papier qui va prendre la relève. Et comment? Là, on peut voir sur cette photo, ça c'est des moulins à papier. Ils existent encore, on peut en visiter quelques-uns en Europe, mais à Samarcande, ils y sont toujours aussi. Et là, donc, c'est un atelier de fabrication de papier, comme on a vu sur la photographie en Chine précédemment. La gravure sur bois fut d'abord utilisée pour l'impression des tissus et des cartes de jeu. Elle a rendu possible une large diffusion d'images religieuses sur des feuilles volantes parmi les pèlerins par des colporteurs. Donc ça, c'était en Europe déjà, à partir donc du XIIIe, XIVe siècle. Mais ce sera l'invention de l'imprimerie qui lui donnera un essor considérable. En 1448, à Mayence, en Allemagne, Johannes Gutenberg a inventé l'impression des textes en utilisant les caractères mobiles de l'alphabet latin moulés en métal. Le choix de la Bible, un texte de grande valeur pour le public à cette époque, a assuré le succès de cette entreprise. Donc on peut voir ici d'abord l'alphabet latin se prête vraiment à ça, c'était pratiquement évident. Donc on pouvait, son invention, c'est de pouvoir composer les textes avec des caractères mobiles, il fait une cloche, et aussi il développe la presse typographique. Là c'est une presse telle que sur l'époque. Excusez-moi Aline, je voulais dire quand même qu'ici à la bibliothèque, vous avez un trésor, des trésors. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez dire justement ces trésors de quelle époque, les plus anciens? Donc en fait, c'est une collection de livres anciens qui date du XVIe jusqu'au XIXe siècle. Il y a environ 6000 livres. 6000. On a des livres qui sont très rares, très précieux, et certains d'entre eux ne se trouvent nulle part. Voilà. Oui. Et le public peut venir consulter ici. Bien sûr, ils sont dans notre catalogue. On peut faire une recherche par titre pour ceux qui connaissent, qui ont des références. Mais pour les bibliophiles, c'est un monde exploité. C'est tout un univers. Voilà. Et de temps en temps, ils font des expositions ici, avec des thèmes, c'est fabuleux. Tout à fait. Voilà. Et à savoir que tous les mois, une de nos collègues, qui est spécialiste dans le domaine, fait le traitement d'un de ses ouvrages en rapport avec une éphéméride ou pas.
et on le met en évidence. Et vous trouverez ces ouvrages sur notre site. Sur le site, il y a une page dédiée aux fonds anciens avec justement du XVIe siècle au fur et à mesure. Donc on introduit au fur et à mesure avec le descriptif et le plus ancien, il me semble qu'il est de 1580. De 1580. Donc Super. C'est un domaine qui est en train d'être développé sur notre site, dédié aux livres anciens. Pour ceux qui s'intéressent à ces œuvres, on vous invite à les consulter. Voilà. C'est génial. Merci Aline. Ils sont dans le dépôt. Oui. Voilà, donc l'intention de faire cette exposition, c'est ici. Oui, c'est un lien aussi avec les bibliothèques. Le livre, dans ce cas-là, avec la nôtre, on vous remercie d'avoir pensé à nous. Et puis, j'arrive là, vous allez comprendre pourquoi je fais tout ce chemin. C'est que pour la diffusion de la culture par le livre imprimé, elle va alors gagner une importance considérable dans la société européenne, équivalente à celle qu'avait eu le papier dans la culture islamique. Les premiers livres imprimés étaient rarement illustrés, mais les éditeurs comprirent très vite qu'il y avait un marché attractif pour le livre illustré. Donc là, il y a une illustration, gravure, de l'époque qui montre un atelier de typographie de livres. Donc avec, ici à gauche, donc on voit les ouvriers qui composent des planches de texte avec des caractères mobiles. Au fond, il y a un ouvrier qui ancre ces planches avec des pales. Les pales, c'est une espèce de gros tampon. Il faut bien frotter l'encre sur les caractères. Ensuite, il y a un autre ouvrier en train d'imprimer le texte sur la presse typographique. Il y a des feuilles qui sèchent et ici l'assemblage des feuilles en mouvement. Et donc c'est là que rentre la gravure, parce que le texte illustré était beaucoup plus attractif. Heureusement que tu arrives, c'est bien. Merci beaucoup d'être revenu quand même. C'était compliqué, excuse-moi. À la fin du XVe siècle, pendant le XVIe siècle, voilà, donc les livres qu'on peut trouver ici, cette grande collection de la bibliothèque Gulbenkian, pas seulement ici, aussi au Portugal. Le livre imprimé illustré par des images gravées sur bois est très répandu. La technique de la gravure sur bois est un procédé de relief où le motif est imprimé, n'est pas creusé, mais épargné. D'où l'appellation taille d'épargne. C'est ce que je vous ai expliqué dans l'illustration d'avant, ce que les Chinois avaient inventé, donc des vidéos autour de l'idéogramme pour laisser dans la surface le motif, le cas donc une illustration, une image, ou alors, dans le cas des idéogrammes, c'est à peu près pareil, ce qui va être ancré et imprimé. Les images gravées sur bois sont donc ancrées en surface et peuvent être imprimées en même temps que les textes composés par caractère mobile, sous la presse typographique et dans le même atelier. C'est pour ça qu'ils sont devenus très courants pendant ce XVe siècle, après le XVIe siècle. Les éditions de livres seront tirées à des dizaines de milliers d'exemplaires, une révolution pour la diffusion des idées et des connaissances qui se poursuivra par ce procédé jusqu'au début du XVIIe siècle. Pensons au suivant, c'est que autant les Romains et les Égyptiens, il y avait beaucoup de textes qui circulaient partout, qui étaient accessibles à la plus grande population. Après, au Moyen-Âge, avec le parchemin, c'était vraiment restreint aux classes aisées, aux ecclésiastes, à l'église, aux monastères, bien sûr, où ils étaient manuscrits, et puis une classe très aisée, très lettrée, et puis la majeure partie des gens ne savaient ni lire ni écrire et n'avaient aucun accès au texte. Là, maintenant, c'est différent. D'un coup, il y a plein de connaissances qui vont être partout chez nous. Voilà. Là, j'ai quelques petits exemples. Après, j'ai apporté un catalogue d'une exposition, avec la collection des gravures anciennes portugaises, dont Jean VI, ça veut dire Jean VI du Portugal, quand il a fui l'invasion de Napoléon au Portugal, il a transféré le royaume au Brésil, il a emporté avec lui la presse royale, donc toute l'imprimerie,
royale et une collection fabuleuse de gravures qui actuellement est à la Bibliothèque nationale brésilienne à Rio de Janeiro. Mais bon, il va la laisser quand même, je pense, au Portugal. Mais il y a une merveilleuse collection de toutes les gravures sur bois d'Albrecht Dürer, qui était donc un Allemand de cette époque-là, de la fin du 15e et au 16e siècle. Pardon. Et Lucas Granach, c'était un autre Allemand, dans les Saxonies, à droite, mais il y avait aussi beaucoup d'autres, parce que très rapidement, ça s'est répandu en Europe. Et on avait des graveurs italiens, on avait des graveurs français, on avait des graveurs en Belgique, en Suisse, Strasbourg, Lyon aussi, sont devenus des endroits, des centres d'impression, donc éditeurs, imprimeurs, et les graveurs qui faisaient les illustrations et qui étaient bien sûr en contact, qui travaillaient avec ces ateliers. Or, dans la deuxième partie du XVe siècle, les graveurs utilisaient aussi une autre technique pour la production d'images imprimées. La gravure sur plaque de métal. Le plus souvent, le cuivre, à l'aide d'une pointe de métal plus dure, donc qui puisse graver, parce que le cuivre est un métal qui est, disons, mou, avec une pointe un peu plus dure, on peut graver, faire des lignes, des traits, etc., graver une image. Ou alors d'un burin, qui est aussi un instrument avec lequel on peut trancher sur le métal, sur le cuivre, et arracher donc des petits sillons, ce qui va donner une gravure encore plus précise. Ce procédé s'appelle la taille douce. Et dans ce procédé, l'image est imprimée, elle est creusée dans la matrice en métal. Avant, on évitait autour et on laissait l'image en surface. Maintenant, on fait l'image dans les creux. Les traits sont plus ou moins profonds, rapprochés aux croisés, de sorte à obtenir une variété de tons à l'ancrage, ce qui est impossible d'obtenir avec la gravure sur bois. Procédé dans lequel l'épaisseur de l'encre est partout égale. Là, on pouvait obtenir des nuances. L'impression requiert une presse différente, car transférer sur le papier l'encre retenue dans les tailles du métal exige une pression considérable. C'est la presse taille douce, inventée à la moitié du XVe siècle. J'ai un petit livre en facsimilé d'un grand graveur français, qui s'appelait Abraham Boss, et il a fait donc ce précis de gravure en taille douce où il apprend aux autres graveurs toute la technique et comment construire une presse taille douce aussi. Parce que c'est une presse. Sur cette illustration, vous pouvez voir, il y a deux rouleaux qui font une très grande pression sur une planche qui tourne d'un côté et de l'autre entre les deux rouleaux. Et là, ça fait une grande pression sur le papier. Le papier, il est humidifié, il va chercher l'encre dans le creux de cette image. Donc ça demandait un autre atelier. Ce n'est plus l'atelier de typographie faisait le texte. Or là, il y avait des gravures qui étaient d'une richesse recherchée par tous les amateurs de livres, les lettrés. La richesse était dans le fait qu'on pouvait avoir des nuances dans la même couleur, disons le noir ou le brun. Mais donc c'était une image beaucoup plus riche. Vous pouvez voir là, donc, il y a eu des innovations techniques aussi, pour graver des traits plus ou moins fins, des trames. Donc là, c'est une gravure de Rembrandt, le peintre hollandais qui a beaucoup gravé. Ses collections sont dans des musées européens et un peu partout, mais au Brésil aussi, parce qu'il était dans la bibliothèque royale portugaise qui était arrivée au Brésil. Là, c'est Goya, un espagnol, bien sûr, que les gravures sont aussi très connues et encore très diffusées, exposées dans les musées dans le monde. Et là, on peut voir des trames donc, obtenues par des techniques de gravure sur le métal, qui est l'aquatinte. Vous voyez, pour cette trame-là qui fait comme voilà, un petit. Une tonalité épaisse mais plus profonde. Ça crée
profondeur. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a une perspective. Voilà, le dessin est beaucoup plus riche, l'image est beaucoup plus riche. Pour une époque où la photographie n'existe pas, la peinture est rare quand même, c'est pour des gens qui ont de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus proche de Monsieur Tout-le-Monde. Mais seulement, le livre coûtait plus cher ici, parce qu'il y avait 2 ateliers différents pour l'image et pour le texte. Bon, des éditions à tirage beaucoup plus... Non, pardon. Le livre, illustré par des gravures en taille douce et en taille d'épargne, donc la gravure sur bois dont j'ai parlé antérieurement, il est resté en art en premier plan jusqu'à l'invention de la lithographie et de la photographie au XIXe siècle. Au XIXe siècle, ça vient changer un peu les choses. La lithographie est un procédé de reproduction d'images sur la pierre, lithos, dire pierre. Et là, ce n'est pas gravé, c'est dessiné. C'est une technique qui joue entre l'huile, l'encre qui est huileuse, et l'eau, parce que la pierre, elle est mouillée. Ce qui fait que l'encre retenue à être imprimée sur le papier, elle est retenue par des dessins qui sont faits avec un corps gras. Et comme ça, on peut reproduire une quantité encore plus importante d'images. Ce qui a été très intéressant, surtout par des récits pour les scientifiques et tous les récits de voyage. Donc, on pouvait faire des éditions beaucoup plus importantes qu'avec les gravures faites sur le métal ou sur le bois, qui s'usaient quand même assez rapidement par l'impression. Là, la lithographie permettait beaucoup plus. Et la photographie, n'en parlons pas. Et après la photographie, on a tous les procédés que vous pouvez imaginer. Bon, je ne vais pas parler de tout le monde ici, mais tout ce qui a été utilisé ensuite par la presse. Voilà, et je voulais dire que tu parles du livre là, mais la presse a ouvert un monde. Bon, absolument, mais de toute façon, je parle du livre, mais c'est pas le texte et l'illustration. Donc, à partir du moment où il y a la photographie, il y a d'autres procédés, tout ce qui est les journaux, par exemple, tout ça, imaginez. Alors, au XIXe siècle, il y a aussi le fait que la gravure sur bois japonaise est rentrée aussi en Europe. Voilà un exemplaire magnifique de ça, de la bibliothèque Gulbenkian, l'estampe japonaise du XIXe siècle qui arrive en Europe. Donc tout ça, ça a émerveillé les artistes européens. Ça a ouvert un monde à tout un tas d'artistes qui s'en sont inspirés, comme Van Gogh. Il n'a jamais fait de la gravure, mais sa peinture est très inspirée des estampes japonaises. Ça, c'est un procédé technique de gravure sur bois, mais qui n'est pas imprimé avec une encre à l'huile, mais avec une encre à l'eau et à la pâte de riz. Donc c'est différent, on a des nuances, vous voyez, des passages comme ça d'un bleu très clair, un bleu très profond. C'est quelque chose vraiment de magnifique. Ça, même actuellement, les gens vont chercher cette gravure. Au Hokusai, par exemple, il y a eu récemment une exposition qui vient de se terminer, je ne sais plus si c'était au musée de Nantes, mais enfin, il y a des choses merveilleuses en estampes japonaises. Et puis il y a le musée Guimet ici aussi qui fait, sans parler de la bibliothèque Gulbenkian. Et le musée Gulbenkian. Voilà, et le musée de bien sûr. Alors, bon, seulement les artistes sont aussi revenus, surtout à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, à la gravure de nouveau. Et ça dépend Picasso, par exemple, il a beaucoup utilisé la linogravure, qui est un type de gravure par épargne, comme la gravure sur bois. Là, voilà une estampe de Picasso qui a fait une œuvre assez étendue, enfin plusieurs linogravures. Le mouvement artistique expressionniste allemand du début du XXe siècle, ici il y a une gravure sur bois, donc une xylogravure de Franz Marc, donc c'était le mouvement Blaue Reiter, excusez-moi, mon allemand qui est très précaire, c'est le chevalier bleu. Donc c'était une revue avec tous les artistes, disons, le mouvement le plus
Et ici, donc, dans les Amériques, il y a des gravures sur bois du Mexicain Posada, qui était quelqu'un qui était très critique envers la société mexicaine. Il parlait aussi beaucoup de la culture mexicaine, même si c'est une gravure sur la tête des morts. Voilà, donc, de nos jours, les artistes continuent à explorer de nombreuses possibilités d'expression de la création d'estampes originales par des procédés traditionnels de gravure en creux et en taille d'épagne, tout en innovant dans la confection des matrices avec l'association de matériaux contemporains pour proposer l'image hachée. Vous pensez, il y a plusieurs artistes qui ont été des artistes graveurs pendant le XXe siècle. On en connaît vraiment beaucoup. Et quelques-uns qui ont même développé des techniques de gravure à Paris. Et bon, ça continue à être quelque chose qui n'est pas très connu du public, mais qui est quand même très présent dans l'art. La gravure en taille d'épagne dispose aujourd'hui d'une large gamme de matériaux plus faciles à travailler, comme le MDF, qui est une planche qui n'est pas en bois, mais qui est un matériau qu'on peut facilement creuser aussi. Le contreplaqué en tilleul aussi, qui est très utilisé, surtout en gravure japonaise, mais aussi le linoléum gris et le linoléum sorti. Les plaques photopolymères aussi, c'est quelque chose qui permet d'emporter des éléments photographiques dans la gravure en taille douce, sur le métal, et donc dans le ce qui crée une richesse de possibilités dans l'image gravée. D'autres matériaux comme le carton bois, les planches d'MDF, des enduits, certains matériaux texturés et des vernis acryliques sont utilisés pour confectionner les matrices imprimées en creux dans la chronographie. Vous allez comprendre un peu plus tard ce que c'est, ce que je vais vous montrer. Tu vas travailler, montrer voilà. ton travail. Et bon, loin de se limiter à cet ensemble de règles techniques, la gravure offre une multitude d'opportunités créatrices. Et là, je vais vous montrer donc, ce que je fais. C'est juste une petite possibilité, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus avec d'autres techniques, autres que les miennes, hein, mais c'est très riche. Moi, je travaille en taille douce, comme la gravure qu'on voit à droite, en chronographie, qui est une gravure sur carton. Donc, je n'utilise pas une plaque de métal là, mais vraiment une plaque de carton sur laquelle je vais travailler. Je vais composer une matrice qui peut être imprimée, ou alors un linoléum. Alors là, c'est un procédé en linoléum qui est une taille d'épargne, c'est le procédé ensuite de faire évoluer l'image, parce que c'est un procédé. Je n'ai pas de gravure, parce que cette gravure-là, quand on fait la matrice, il faut faire toute l'édition. Si je fais une édition de 15 exemplaires, il faut qu'au fur et à mesure, j'imprime. Et je commence par épargner tout ce que je veux, par exemple en blanc, et ensuite je pars des couleurs le plus claires, j'imprime, j'étale encore pour aller de plus en plus vers le ton le plus sombre de l'image. Ce qui fait qu'à la fin de mon édition, je n'ai plus la matrice. Je ne peux plus éditer. C'est fini. Donc voilà. Et là, on ne peut pas, il n'y a pas de repentir, et on ne peut pas répéter après. Donc on ne peut pas dire, par exemple, je ne vais pas finir toute mon édition maintenant, parce que bon, je n'ai pas le temps, je vais finir un mois après, 2 mois après. Voilà. Alors, dans la taille douce, donc on a des traits qui sont directement gravés en creux dans la plaque. Là, ce sont des plaques en cuivre, et donc on peut voir la gravure faite avec, donc il y a un vernis qui protège la plaque. Ensuite, je fais le trait avec une pointe. Ce trait vont enlever le vernis qui protège la plaque dans ce sillon. Je mets dans un bain acide de perchlorure de fer, et ça, c'est le perchlorure qui va graver plus ou moins profondément, ça dépend du temps que je laisse dans le magazine, pour, au fur et à mesure, graver mon dessin. Là, c'est une plaque en chronographie. Là, la plaque, c'est un carton. Le carton est évidé et à différentes épaisseurs pour pouvoir retenir plus ou moins d'encre qui sera aussi
imprimer. Et là, l'impression, elle se fait sous une presse taille douce. Je passe plus rapidement. Donc là, je suis en train d'ancrer une gravure en taille douce. Ensuite, il faut essuyer l'encre parce qu'il faut enlever ce qui est en surface. Il faut que ça reste sans encre. Il faut que l'encre ne reste que dans les petits traits. Là, je finis de faire l'essuyage de la plaque avec souvent du papier journal ou alors du papier de boutin. Et je peux éventuellement appliquer une deuxième couleur en surface avec un rouleau qui a une grande épaisseur, enfin, qui a une dureté et qui va apporter une fine couche d'une autre couleur dessus pour donner. Donc, alors, je passe sous la presse taille douce et ça va me donner une impression finale. Voilà. Et là, je peux faire une édition. C'est toujours sur du papier vélin qui est en fibre de coton 100%, parce que il faut que ce soit un papier très résistant à la pression exercée par les rouleaux de la presse taille douce. Là, je vais vous montrer maintenant l'impression sur une matrice holographique. C'est pareil, là, le principe est le même, ça veut dire que je dois mettre l'encre dans les creux, dans les parties qui sont creusées par rapport à une surface, mais je peux parfois aussi faire deux gravures sur deux plaques qui vont, une et l'autre imprimées l'une après l'autre, vont composer une image. Donc là, je suis en train d'ancrer la plaque numéro 1, ensuite je vais essuyer. Là, c'est la plaque numéro 2. Je passe, donc j'ai des repères sous ma presse taille douce. J'ai imprimé la première plaque. Le papier il reste en place et je glisse la deuxième plaque. Après, j'enlève la première, je glisse la deuxième et j'ai le deuxième passage, ce qui me compose l'image. Voilà l'estampe finie. Elle est là. Vous pouvez la voir après plus en détail. Et maintenant, je vous parle donc de la gravure en taille d'épargne, parce que je fais ça aussi. Seulement, je n'utilise pas le bois, j'utilise une plaque de linoléum. C'est ce qu'on appelle la linogravure. Et là, j'ai deux exemples. Donc ça, c'est un exemple où j'ai qu'une couleur. On peut voir que la couleur, le noir et le blanc, il n'y a pas de nuance dans les tonalités. Parce que je vais appliquer l'encre avec un rouleau, un creux, en surface. Une fois que la gravure, que la plaque gravée est ancrée, je la dispose sur un repère bien précis, sur un carton tout autour, parce que j'utilise une presse taille douce, mais il ne faut pas que la pression emmène le papier dans les creux, parce qu'il n'y a pas de creux, il faut qu'il reste en surface. Donc il faut que je mette ma plaque au même niveau il faut que le rouleau il ne passe que sur la surface, ce qui fait que je mets un cadre autour pour la mettre sur un seul niveau. Et ça va obliger le rouleau à imprimer en surface. Il y a des calages avec des papiers, bien sûr avec aussi les feutres pour égaliser la surface autour des papiers. Voilà. Je peux éventuellement corriger s'il y a des petits défauts, je peux ancrer de nouveau parce que le papier est fixé. Et ensuite, il y a l'image finie. Voilà. Je vous remercie à tous chaleureusement, mais surtout à Anna Clark qui n'est pas là, qui n'est pas présente, mais c'est elle qui a appuyé la diffusion de mon travail. Je remercie Mazet pour la confiance et l'enthousiasme avec lequel elle m'a offert l'opportunité de présentation de mon travail. Je remercie Christine Coste pour l'accueil, le travail de communication, mais aussi, je ne savais pas, je remercie Isabelle, enfin toute l'équipe de la bibliothèque par l'accueil, par la sympathie. Merci à vous. Merci. Je vous invite aussi à
après à regarder les... Ouais, mais, Voilà. mais avant, Aline, donc tu as fait un historique, le passé, ton Oui. travail, mais le futur, hein, on voit le livre hein, sur les books. Alors, comment est-ce que tu vois ton travail sur ces nouveaux médias? Sur... l'e-book, par exemple. Le livre n'est plus papier ou ni comment? Le travail de la gravure actuellement est un travail d'art. Donc c'est une image qu'on peut vendre comme il y avait les images volantes avant. Alors il y a toutes ces techniques qui enrichissent l'image. Bien sûr, ce n'est pas une peinture. La gravure est un multiple. On fait en général une édition. Ce n'est pas une grande édition, c'est une petite édition. Mais on fait aussi, il y a beaucoup de graveurs qui font des livres d'art ou qui en font partie. Moi, je participais à des livres d'art. C'est-à-dire, en général, on a un auteur qui écrit un texte et on participe dans l'illustration qui vient à l'appui de ce texte. Et là, je vous ai apporté le catalogue d'un des livres auxquels j'ai participé. Et voilà, c'est vraiment dans le domaine de l'art. Ce n'est plus le livre qu'on... Oui, mais ce sont des compléments de travail. Donc, comment est-ce que tu vois? On peut quand même faire une photo, une image de ton travail pour des livres autres, pour les books par exemple. Donc, autrefois, on faisait tout le travail, tu nous as expliqué. Mais maintenant, le futur, hein, mais alors, rendu cette technique, elle reste là. C'est une technique d'art. Donc, c'est un travail manuel. Et qu'on peut multiplier, donc on peut faire une petite édition, mais ça reste ça. Oui, mais on une peut faire cette reproduction édition aussi pour un public plus important, sur par une impression. Un livre, un e-book. Non. Là, on sort de ce domaine. On n'est plus là. Si on fait une reproduction photographique, une reproduction mécanique, par exemple, ce n'est plus considéré par quand on est classé, quand on s'enregistre en tant qu'artiste graveur, on ne peut pas diffuser son travail sous une forme mécanique. Ah bon? Ah non. Et c'est autre chose. Si tu es photographe, c'est une chose. Si tu es artiste graveur, c'est autre chose. Auprès de la législation française, par exemple. D'accord, très bien. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Génial. Voilà, c'est un travail vraiment, un artiste, un travail d'art manuel, complètement manuel. Bien. Moi, je fais de la lithographie, donc ça m'intéresse. Ah bah voilà. Mais justement, vous travaillez, moi je suis dans un atelier, mais pour l'instant, mais comment vous travaillez? Avec un imprimeur? Non, c'est moi qui imprime. C'est-à-dire vous avez votre atelier, oui, avec vos propres machines, c'est oui, ça? j'ai ma presse, celle que vous avez vue sur les... Ah oui, d'accord, c'est Alors, votre propre imprimeur. Oui, voilà, je suis imprimeur, mais dans le domaine que je ne fais pas de la lithographie. Si je fais la lithographie, chose que je n'ai pas encore faite, mais je travaillerai avec un lithographe. Oui, c'est donc ça. un imprimeur lithographe, parce que c'est un petit peu différent. Et puis, parce que j'ai vu des grosses bêtes à cornes, comme on appelle, hein, ce sont des pièces énormes. Il y a des artistes qui travaillent avec des lithographes. Picasso, il a fait des lithographies aussi, il a travaillé avec des lithographes, parce que c'est extrêmement lourd. Ces pierres, elles sont très très grandes. Il y a un gisement en Espagne et un autre, je crois, je ne sais plus si c'est en République tchèque ou si c'est en Allemagne, de l'Est. Et ce sont des pierres pratiquement, elles sont usables, mais elles durent très très longtemps. Hein. L'école de Beaux-Arts à Rio, il y a encore des pierres lithographiques du 19e siècle. On peut trouver. Alors il faut la travailler parce qu'il faut enlever tout ce qui avait été marqué donc, pour faire une impression d'une image, et ensuite donc, on fait grainer la surface pour que le grain réapparaisse, pour qu'ensuite on apporte une autre image avec un corps gras, et là on va retirer l'impression. Donc c'est pour ça qu'on travaille en général avec un imprimeur. Surtout parce qu'il y a aussi de la couleur, et qu'il faut savoir comment imprimer les couleurs. Vous avez déjà vu des affiches de la belle époque, il y a Toulouse-Lautrec, mais il y en a un autre aussi, c'était vraiment des affiches pour les voyages, Moucha, voilà.
Alors là, il y a toute une technique, parce qu'il y a une quantité, c'est très riche en couleurs, et donc on part toujours de la couleur la plus claire vers le plus sombre, et donc il faut que l'artiste soit plus ou moins guidé par l'imprimeur, vous dites, bah maintenant vous allez faire telle étape du dessin. Donc il faut voir, disons, un jaune très clair ou un crème, ensuite il y a un jaune plus foncé ou un orange ou un bleu. Le bleu va transformer le jaune en vert, là où il sera par-dessus, etc. Il y a tout ça, donc à penser. Mais moi, ce que je fais, je peux le faire depuis la gravure jusqu'à l'estampe, parce que ce que je vous montre, c'est l'estampe. La gravure, c'est la matrice. On grave la matrice. Et l'estampe, c'est le résultat. Donc là, c'est une estampe.